On est tous déjà arrivés dans une région où on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Terre de France, on est toujours à Saint-Malo, après avoir découvert ce port malouin ouvert sur l'infini de l'océan, si je puis dire. Voilà un homme qui connaît l'infini de l'océan, lui. Il connaît ça très très bien, parce qu'il vient de faire le Vendée Globe. Il est arrivé 7e, Louis Burton. 7e, mais de toute façon, rien que de le faire, déjà, c'est pas humain. C'est vrai qu'arriver au départ du Vendée Globe, chez nous, marins, surtout quand on commence, c'est déjà une victoire. Ouais. Ouais, le faire, c'est génial. Ouais. Le gagner, c'est encore mieux, mais 7e, c'est presque le gagner. Vous êtes arrivé combien après? Alors 7e, après 2000 milles de retard sur le premier. Oui. Mais 2000 milles 2000 d'avance. milles, ça fait quoi? À peine 4000 km. Un petit peu moins de 4000 km. 3008. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis à l'échelle du monde, et pas grand-chose? Eh ben non, parce qu'en fait, c'est moins de 10% du parcours. C'est 6% du parcours, avec un bateau Bureau-Vallée qui a 2 générations de retard par rapport à cette génération 2012. C'est lui, là, il est là. Alors il va bientôt nous quitter, c'est pour ça qu'il est un peu plus blanc que d'habitude. Ouais. Il a souffert? Il n'a pas beaucoup souffert. Je crois qu'il manque un chandelier, là. Il manque 2 chandeliers à bâbord, un chandelier à tribord que notre ferronnier est en train de reconstituer. Et puis un petit peu les pièces d'usure, les voiles évidemment, ça souffre beaucoup. Oui, le mât un peu peut-être? Non, le mât ça va. Il a tenu? Ça va. Les voiles, les boots, que nous on appelle du consommable. Alors c'est sûr que c'est du consommable bien onéreux, mais sur ces bateaux de course qui sont des F1 des mers, on tire dedans fort. Sans parler argent, ça vaut combien un bateau comme ça? Un bateau comme ça, un IMOCA qui a 10 ans, ça vaut entre 500 et 800 000 euros en fonction de son palmarès. Et là, il va être revendu à quelqu'un? Il va être revendu à un coureur qui se lance en IMOCA, donc dans cette catégorie de monocoque, qui est la seule à participer au Vendée Globe. Et puis après, nous, on a la chance de partir sur une machine de dernière génération qui vient de gagner le Vendée Globe. Et qui vient de gagner le Vendée Globe et qui appartenait à Armel Leclerc. Armel Leclerc. Ouais, ah ouais, exactement. D'accord, le beau bateau. Donc, avec des foils, avec tout. Avec des foils, beaucoup plus moderne que celui-là. Quelques tonnes de moins que celui-là, et avec plus de vitesse, plus abouti. Vraiment, là, pour le coup, c'est un peu comme passer de chez Tyrrell à chez Ferrari, quoi. Ouais. Alors les foils, ce sont ces petits patins qui sont dans l'eau, qui allègent la carène. Exactement. Ça a un peu la forme d'une aile d'avion avec un intrados, un extrados, et puis les différences d'écoulement de l'eau sur ces foils sustentent le bateau. C'est le principe d'une aile d'avion. Exactement. L'air qui passe en dessous, qui passe au-dessus. On a le droit d'aller voir un petit peu à bord. Mais avec grand plaisir. Puis on parlera des courses à venir. Alors on est en mode chantier. Alors, je vous signale quand même qu'il n'est pas du tout d'ici, lui. C'est un Parisien, celui-là. Mais bien immigré. Et bien adapté et bien adopté. Allez, je vous suis. Et on fait comment pour venir de la région parisienne à Saint-Malo? C'est vrai que moi, c'est un rêve, tout ça, qui a commencé dans le métro. Dans le métro, le bateau a commencé dans le métro. Et ouais, elle est bonne celle-là, j'ai jamais entendu ça. Ça a commencé dans le métro, d'ailleurs la RATP m'a soutenu en 2012. Et c'est vrai que jeune étudiant, déjà piqué par la mer, avec un virus familial, de Picpus, la ligne 6, et puis Montparnasse le TGV ici. Voilà, Saint-Malo, un classe 40 au début. C'est quoi un classe 40? C'est des monocoques qui font 12 mètres 18, c'est la catégorie en dessous. C'est déjà pas mal, oui. Voilà, et puis une route du Rhum que j'ai réalisée en 2010, vraiment comme un rêve. J'étais jeune entrepreneur, j'avais monté mon agence de com.
et puis mes petites économies pour louer un bateau, le plus vieux de la flotte à l'époque. Et voilà, et j'ai rencontré le patron de Bureau Vallée 3 semaines avant de partir. J'ai pu boucler mon budget, payer mes factures. Et ça s'est très bien passé, j'ai été bien en mer. J'étais plus jeune. Combien, là Je suis arrivé 20e. J'étais Oui. 7e de la course, j'ai eu une collision au large des Açores. Merde. Donc j'ai un peu tout cassé. Avec quoi, un conteneur Non, avec un bateau de pêche. Si on en revient au Vendée Globe, comment on vit là-dessus parce que c'est dingue, c'est pire qu'un vaisseau spatial. Hein. Ouais. Bah alors ici, c'est 3 mois de vie qui se répartissent entre cette zone-là, qui est la zone un peu névralgique du bateau, à l'intérieur, avec toute l'électronique. On a beaucoup d'électronique pour la Oui. prévision, la performance, Les radars, les pilotes de surveillance, automatiques, pilotes auto. les radars, tout ça. Ouais. Et puis ici, le cockpit, c'est là où on fait avancer le bateau, c'est là où on sue, où on tire sur les bouts, on les règle. On Et règle tout les ça, tu voiles. l'as appris comment? Parce que- Alors j'ai appris les principes fondamentaux de la voile avec mon père en croisière, Qui était voileux déjà? qui était un aventurier, Ouais. aventurier qui a été séduit par la mer assez tard, qui était un homme de presse et puis qui avait un journal qui s'appelait Partir dans les années 70. C'était déjà des bons signes. tout ça. Voilà. Et puis un jour, il est parti par la mer en faisant des paris avec des potes parce que lui, avant, c'était plutôt le désert. Et c'est important de passer par des étapes d'apprentissage. Donc, tu commences avec un classe 40, par exemple. Il y en a qui commencent en mini, donc avec des machines de guerre comme ça, mais miniatures. Ouais, un optimiste. L'optimiste, beaucoup. Gabar, qui est un grand champion, a tout gagné en optimiste avant de gagner en IMOCA. Ouais. Et puis après, tu sautes le pas. Soit tu as des mentors qui t'apprennent, soit tu apprends tout seul sur ce type de bateau. Moi, j'ai appris tout seul. Il y a des gars qui m'ont donné des conseils. Et puis après, tu fais des conneries. Tu casses des trucs. Puis l'expérience vient. Et puis tu fais des courses. Tu navigues de plus en plus prudemment. Et puis voilà. Et puis l'expérience arrive. Et après, tu apprends à aller Puis vite. tu rencontres une compagne qui, elle, vient de la navigation et de la mer, n'est-ce pas? Et qui s'appelle Servan Escoffier, ouais, voilà, tout à fait. dont Et le papa. Bob Escoffier a été à beaucoup de routes du Rhum de Jacques Vabre à son actif. Eh oui. Et puis était l'affréteur malouin d'Étoile Marine Croisière, le Et- créateur. Et maintenant que les 2 bébés sont faits, c'est quoi les projets Alors avec elle? le programme avec Servan, on a monté cette écurie de course au large où il y a plusieurs projets, avec un projet pour les jeunes, des projets pour des clients de l'extérieur, un chantier naval qui est à côté. Et Ici, hein, on est au bout du bâtiment. oui, mais de quoi? D'un bassin de Saint-Malo? Ouais, C'est pas le port, c'est à côté? du bassin du Guétrouin, donc D'accord. qui va du quartier de la Gare à la ville. Et nous, on est là, au milieu du pôle Plaisance. Et voilà, avec Servan, on a monté tout ça. Et maintenant, on se concentre avec Bureau Vallée sur la suite du programme, avec une Transat Jacques Vabre qu'on va courir sur ce nouveau Bureau Vallée 2, avec des foils, Qui sera prêt quand? qui sera prêt, je pense, aux alentours du 15 avril. Ah, mais c'est tout récent. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'il est en chantier à Lorient. D'accord. Et voilà, et après, c'est gros programme d'entraînement. Il faut qu'on se qualifie avec cette machine, il faut qu'on apprenne à naviguer ensemble finalement, parce qu'on n'a jamais Ah oui, vous vraiment n'avez fait de jamais course vraiment fait ensemble. ensemble? Non. En croisière un peu, C'est beau ça. mais ouais, ça Une va être belle super. histoire. Ouais, tout à fait. Puis on va naviguer en couple, puis on va bientôt se marier, donc ça devrait être notre lune de miel, enfin bon, tout va bien. Et se marier au milieu de l'océan sur le bateau, c'est pas jouable ça? Ça aurait de la gueule. Ouais, ça serait sympa, mais il faudrait emmener un prêtre, curé ou un curé, maire. mais c'est ou- pas grave, le non, c'est maire, pas le curé, on va possible. s'en occuper. On va te les envoyer. Mais comment tu fais pour vivre là-dedans? Bah, c'est assez spartiate en fait. C'est vrai qu'on vit un peu comme des Et sangliers. tu dors où là? Là, le bateau est vide de son équipement, mais tu Ah oui. imagines bien que pour 3 mois de mer, on part avec à peu près 1 tonne de matériel, entre les caisses à outils, la nourriture, Ouais. les vêtements. Et pour la performance, on met tout ça du même côté, ce qu'on appelle matossé. Donc je mets tout le matériel derrière ce filet, Ouais. et puis après j'ai un pouf que je viens poser par-dessus. Et puis quand vraiment je peux dormir, je vais dessus, je m'effondre, j'ai une couverture. Et puis voilà. En fait, on c'est dort assez pas, succinct. on s'écroule. Ouais, on s'écroule. J'ai peur pour vous quand la nuit tombe. Parce que la nuit, déjà en mer, quand on n'est pas loin, c'est impressionnant. Quand on est au milieu d'un océan, ça doit être terrifiant. Ouais, c'est très important quand on part comme ça sur ce genre d'aventure à travers le monde. C'est vraiment important de se sentir bien dans son élément. Donc connaître son bateau, aimer la mer, être bien en mer.
Et le fait que ça aille vite, la difficulté, c'est de le maîtriser, c'est ça? Ben ouais, alors c'est de le supporter moralement parce que c'est très bruyant. Ouais. C'est assez angoissant la vitesse. Plus Ouais. tu vas vite, c'est quand même des bébés qui chargés font 10 tonnes. Donc c'est un peu comme si tu descendais une noire avec un 36 tonnes, tu vois. Et tu naviguais à combien là? Ben c'est En moyenne tu tournes autour de l'Antarctique à peu près à 15-16 nœuds de moyenne avec un bateau qui a 10 ans. Puis après tu ralentis, tu vas un peu moins vite sur le reste du parcours. Donc en fait sur l'eau tu navigues à 14 nœuds de moyenne. Ouais, ça fait 30, sur le tour. 25 Ouais, 25. Ça fait 25 km/h. Ouais. Et puis après, dans le Grand Sud, tu navigues plutôt à 19-20 nœuds de Et moyenne. le Cap Horn? Cap Horn, ça a été terrible pour moi parce que on sait que c'est une zone historiquement hyper dangereuse avec beaucoup d'accidents. C'est un vrai cimetière marin, hein, le Cap Horn. Hein. Ça a été terrible à l'époque de la marine à voile. Et donc on a tout ça en tête et à la fois, pour le Vendée Globe, c'est un peu présenté par tous les coureurs comme la porte de sortie, tu vois, des mers du Sud. Ouf, on est Voilà. libéré, on remonte. Exactement. Et sauf que moi, je suis passé au pré, j'avais du vent d'est, et j'ai négligé les effets de site, les effets côtiers autour du Cap Horn avec les fonds qui remontent, donc la mer qui se casse, le vent qui descend de la cordillère des Andes, les effets de l'autre côté Atlantique, c'est un vrai bouillon. Et je suis passé très près du Cap Horn en étant au pré, donc voilà, j'avais pas de marge sous le vent pour pouvoir, tu vois, m'écarter du vent si jamais j'avais un problème. Donc c'était une vraie... Un peu dangereux. Ouais, c'était un vrai passage angoissant. En tout cas, les Malouins sont des gens de voyage parce que je me souviens d'un reportage à Saint-Pierre-et-Miquelon et quand je suis arrivé, il y avait que des gens de Saint-Malo. quelques Basques aussi, parce qu'il y avait un fronton de pelote basque, mais la plupart venaient de Saint-Malo. Ce sont des gens vraiment ouverts sur la mer, sur l'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que tu es là? C'est pour des raisons sentimentales, comme je le disais à la fois. Si je suis resté, et si maintenant je suis bien ici et que je n'en partirai probablement pas, c'est parce que on est en quelque temps accepté. Et une fois qu'on est accepté, on fait partie de la famille. J'ai reçu la médaille des marins de la ville de Saint-Malo, après le Vendée Globe. Ça a beaucoup de signification pour moi parce que il y a aussi des gars comme Surcouf, du Guétrouin et tout qui l'ont reçu. Et quelques personnages célèbres, voilà. certes. Et c'est vrai qu'être dans ces remparts, une fois qu'on s'y sent chez soi, on se sent protégé et en même temps ouvert au monde. Merci beaucoup, Louis. On croise tous les doigts des deux mains. Merci. Pour la suite, hein, vraiment. On suivra tes exploits avec beaucoup d'intérêt et encore plus d'intérêt maintenant qu'on se connaît bien. Alors ça, c'est pour les gens de voyage avec Louis. Vent de voyage, on y va. Et entre-temps, je vous laisse la parole, messieurs, en plateau avec Catherine Rouzet, Philippe et David, les talents gourmands, c'est à vous. Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Bonjour messieurs. Bonjour Catherine. Alors cette semaine, Jacques est encore en Bretagne et nous, on va en profiter. On va présenter les talents du Bottin Gourmand et du Crédit Agricole en Bretagne. Absolument. Toujours du champ à l'assiette. On a pléthore de bonnes adresses. On adore ça, bien manger. Et connaître les bons produits et mettre en avant ces personnes qui nous permettent de pouvoir en profiter. Les femmes qui font ces beaux produits sont très importants pour nous. On commence par boire un petit verre. Oui. Écoutez, ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique. Bretagne, sans alcool, David, sans alcool. Il y a le sous-chêne, mais il y a aussi les pommes, le cidre, le jus de pomme et le cidre. Voilà. Et c'est les produits de Romuald Guérin, SCEA, les vergers de la Justée. Il est installé à Louvigné du Désert. En Ille-et-Vilaine. Et donc voilà, au cœur de la Bretagne. C'est une entreprise familiale qui date de 1988. Leur activité, c'est vraiment le cidre et le jus de pomme. Romuald est un arboriculteur, il a fait des études, il ne se contente pas de reprendre l'affaire familiale. Il s'est spécialisé dans le cidre et en 2013, il s'est installé, il a remplacé son papa. D'accord. Donc ils ont 27 hectares, 17 hectares en pommier à cidre, un demi-hectare de framboises et le reste en herbage. Donc c'est vraiment leur activité est dédiée au cidre, aux produits de la pomme et ils produisent 10 000 bouteilles de cidre. Ils vendent leur... Qui est exceptionnel, hein, au passage, il est exceptionnel. On va goûter ça dessus. Jus de pomme, cidre, tout est vendu à la propriété.
Et il faut un peu de production de framboise. C'est vraiment un vrai cidre fermier. On ne l'a pas ouvert, mais c'est vraiment un super produit. Alors, débat, cidre breton, cidre normand. Mais déjà, rien que le produit jus de pomme. est vraiment top. C'est voilà, pour découvrir les produits bretons, je vous conseille d'aller visiter l'exploitation de Romuald. Alors, à Louvigné du désert. C'est ce que j'ai dit, on rappelle l'adresse. Ouais. Voilà, c'est le cidre fermier, verger de la Justet. Ouais. Cher Kat, je vous parle d'un restaurateur, il s'appelle Jonathan Leroy, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et son petit restaurant s'appelle le Brézoun. Nous sommes à Ploufragan, j'ai toujours du mal à le dire, pourtant je ne suis pas de loin, Ploufragan, dans les Côtes-d'Armor. Et donc, Jonathan, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Déjà, on va commencer à l'envers par les prix, et ça commence par un prix du déjeuner à 17,50 €. Et croyez-moi, quand vous en sortez, vous n'avez absolument plus faim. Après, il y a le menu du terroir à 27,50 €, le menu tradition à 38 € et le menu découverte à 55 €. Mais là, vous avez mangé pour la semaine. Bref. Notre très cher Jonathan, il fait des choses absolument remarquables. Il utilise évidemment des produits bretons, vous imaginez bien. Donc il détourne toujours ça. Et vous avez il a fait alors bien sûr, il fait un petit tiramisu breton avec sablé breton, des petites pommes fondantes, le caramel au beurre salé. Bref, son tiramisu, il est vraiment bien empreint de la Bretagne. On a du riz de veau à la truffe noire. Alors c'est vrai qu'on trouve parfois un peu de truffe en Bretagne, mais bon, riz de veau à la truffe noire, une sphère au chocolat, litchi et champagne, les poissons et les coquillages, je ne vous en parle pas, parce qu'évidemment, c'est sa grosse spécialité. Et il est très très doux aussi en cuisson basse température, pour encore plus révéler les goûts. Bref, ce petit restaurant compte quand même 65 places et 50 places en terrasse. Donc vraiment, c'est en plus le spot où il faut aller dès qu'il y a un brin de soleil. Voilà, tout le monde, c'est l'adresse à retenir. C'est une adresse de bon goût, c'est un chef qu'on aime beaucoup, vraiment. À Ploufragan. Donc tous à Ploufragan. Et puis moi, comme ça, chaque semaine, je vais vous donner une petite adresse où dormir. Alors moi, je vous emmène encore cette semaine à Saint-Malo. Et là, je vous emmène à l'Accroche-Cœur, qui est une maison d'hôtes qui est tenue par Nathalie et Jean-Noël. Mais oui, que je connais très bien, figurez-vous. Ah bon, vous les connaissez? Vous y êtes allé? Ah mais oui. Et alors Mais Kat, c'est absolument vous confirmez romantique à souhait. Que c'est un endroit absolument formidable. On ne peut pas ne pas y aller. Absolument. Alors, c'est à 2 pas de la mer et des remparts, donc vous avez une vue magnifique. Vous êtes dans les petites ruelles de Saint-Malo. Et puis, alors, Jean-Noël et Nathalie, ils adorent leur métier. Donc, ils vont tout faire pour que vous passiez un séjour de charme et pour être aux petits soins avec vous. Ils vous proposent 5 chambres, dont une suite familiale. Alors, c'est vraiment dans une ambiance cosy, chaleureuse. Et puis, vous verrez, vous passerez un week-end vraiment de charme et authentique malouin. Parce qu'ils vont vraiment tout faire pour imprégner l'ambiance et pour que vous vous sentiez vraiment, entre guillemets, des Malouins. Et puis, un havre de paix et un petit moment de plaisir et de bonheur auprès de Jean-Noël et de Nathalie. Alors, ça donne envie d'aller à Saint-Malo. Oh oui, vous êtes formidable. Voilà, donc on se dit, maintenant, il faut partir en Bretagne, parce qu'avec toutes les bonnes adresses qu'on a données, il n'y a plus qu'à partir. Vous allez profiter. Je vous dis à très bientôt, messieurs. Merci, ma chère Kat. Merci. Merci. Au revoir. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole. Alors Christine, on est ici à Saint-Malo, toujours, dans une petite rue qui s'appelle la rue Saint-Thomas. Saint-Thomas, dans une boutique où on trouve des sacs, des objets, mais pas que des sacs, des sièges, des lampes, qui sont réalisés à partir de voiles de bateaux. Alors Saint-Malo, le bateau, la voile, ça paraît logique, mais avoir l'idée, c'est venu comment ?
En fait, on n'a pas inventé l'idée. Les marins l'ont toujours fait pour eux-mêmes, pour leur sac à outils, pour utiliser aussi des chutes de tissus de voile. L'idée, c'était vraiment de recycler les voiles et de les sortir de leur contexte, tout en gardant quand même leur identité et l'esthétique qui est autour du bateau, mais d'en faire des objets contemporains et surtout des objets utiles. D'où l'idée du sac en premier, parce que c'est quand même ce qui est le plus utile. Et qu'est-ce que la voile de bateau change au sac par rapport à un autre tissu, un autre cuir? Alors la première chose, c'est la légèreté. On a des matériaux qui sont très légers, donc c'est oui. Après, il y a toute son âme. Solidité peut-être? La solidité, oui. Alors bon, selon son vécu, ça peut être plus ou moins solide, mais ça a une âme quand même. Quand on parle de voile, tout de suite, ça parle du voyage, ça parle d'histoire de mer. Il y a toute une culture de la mer. C'est mythique, et on achète un petit bout de mythe. Exactement. Qu'on va porter avec soi aussi en voyage. On va aller voir l'atelier là tout de suite. Il y a quand même une question qui me taraude depuis que j'ai vu ça. Voile ancienne ou voile neuve? Alors on a les deux. Le point de départ, c'est vraiment le recyclage des voiles. Hein. C'était l'idée de Yann d'aller rechercher les voiles dans les containers des copains qui étaient encore dans le monde de la course, puisque lui l'avait quitté, et de récupérer ces toiles et d'en faire justement des choses. Ensuite, les fabricants de tissus sont venus nous trouver en nous proposant les pièces de tissu déclassées qui avaient des défauts qu'ils ne pouvaient pas vendre en voilerie. Alors l'atelier ici. Donc il y a une première partie de l'atelier qui est ici en fait parce qu'au départ la machine était dans la boutique même. Ensuite on a aménagé l'atelier ici avec un peu plus d'espace et maintenant l'atelier est à l'étage. Oui, puis il faut fournir parce que c'est sacrément à la tendance aujourd'hui. Alors oui, ça s'est développé. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de gens qui le font. Vous avez fait plein de reportages, plein de photos dans des magazines. Oui, on a eu la chance d'avoir beaucoup de reportages. Vous avez été beaucoup copié, beaucoup imité. Oui. Mais bon, ça, voilà, c'est comme normal. ça. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, les voiles ne sont plus jetées et que partout en France, elles sont récupérées et qu'il y a des gens qui font leurs petits sacs dans leur coin partout en France. C'est le mariage parfait de l'objet réemployé, réutilisé, et en local temps, aussi. Modernisé. Voilà. Ça, c'est chouette. Bah oui, oui. C'est vraiment l'économie d'aujourd'hui. Oui. On taille là-haut, on y va pas. Moi, je suis très curieux. J'ai envie de voir. C'est par là? Allez. Allez. Je vais me faire mon petit sac. Vous êtes d'accord? Le bouton vert. C'est le bouton vert. Au-dessus. Voilà. Alors, je mets la machine en marche. Oui. Après, on tient bien le fil derrière. Celui-ci, là? Oui. Déjà, j'arrive pas à le tenir. Voilà. Les deux? Oui. Mais c'est bon, là, maintenant, on peut y aller. Ils sont démarrés, donc c'est bon. Super doué. Tenez juste le tissu comme ça. Et après? On appuie sur la pédale et c'est parti. Oula. Voilà. Impeccable. Stop, stop. On arrête. On arrête trop tard. C'était pour tourner. Il faut tourner en plus. Quand on arrive au bout du tissu. Ah oui. Voilà. Alors, cette machine, elle est pas récente? Non, c'est pour ça qu'elle marche bien. Elle n'aime pas aller vite, par contre. Oui, je vois. Hein mais bon, voilà, je fais parce qu'elle je fais comme je peux. Elle est très vieille et puis en plus, elle a fait un tour du monde en course à la voile. Mais elle a fait le premier tour du monde à la voile sur un bateau qui s'appelait Neptune. Oui. Et qu'est-ce qu'elle faisait là? Mais parce qu'à l'époque, ils emmenaient une machine à bord pour réparer les voiles. Ah. Alors évidemment, il n'y avait pas le moteur, hein, il y avait juste la tête de la machine et il faisait avancer en tournant le volant là-bas. Ça, oui, mais là, voilà, c'est le problème, c'est qu'elle n'aime pas aller vite, elle fait des petits touillons. Non, non, mais c'est... J'ai fait que des bêtises. Mais bon, cela dit, Maxime, c'est quand même pas mal pour aller vite. Hein. Qu'est-ce que vous faites, vous? Parce que vous, c'est beau, hein? Moi, je fais les finitions des sacs et tout ce qui est en matelote, toutes les anses. Et, ça aussi, c'est fait à la main? Tout est fait à la main.
On finit tous nos sacs. C'est du bout, à la ça? main. Oui, c'est du cordage, le même cordage qu'on utilise sur les qui sont sur les bateaux. Décidément, tout, c'est que du bateau. Hein. Ouais. Il n'y a pas un bout qui ne vient pas du bateau. On a eu beaucoup de belles histoires, de gens qui nous ont amené leur voile pour faire un sac dedans. Et bon, moi, celle que j'avais beaucoup aimée, c'était des parents qui avaient, pour les 20 ans de leur fille, repris la voile de ces championnats d'optimistes. Et du coup, on avait tous les tampons de ces championnats. Elle avait fait championnat de France, championnat d'Europe. Et on a construit le sac autour de tous ces souvenirs de championnats. Et pour ses 20 ans, elle a eu son sac dans sa voile qui avait fait les championnats. D'autant que les voiles, on ne les aurait pas gardées, je suppose, elles seraient parties à la poubelle. Alors que là, elle a un vrai souvenir de tout cet apprentissage de la mer. C'est génial finalement, ça va beaucoup plus loin qu'un cabas, un sac ou autre chose. Hein. L'idée c'était vraiment de prolonger la vie, de l'histoire des voiles. Et du coup chacun après va prolonger cette histoire à sa façon. Bon, je vais essayer de donner une belle histoire à mon sac aussi, moi, à défaut que ce soit une voile. Merci à tous les deux. Je la raconterai. Merci à tous les deux. Hein. Merci beaucoup à vous. pour votre accueil.